tous et surtout bonne fête aux animaux. Et oui, s'ouvrent aujourd'hui les journées nationales et même mondiales de l'animal en hommage à un homme qui a consacré sa vie à lutter contre la souffrance humaine, certes, mais aussi contre la souffrance animale. Je pense à Saint François d'Assise. Alors ici, à Marseille, le père Pestre poursuit une démarche analogue en faveur des animaux. Vous le savez, Saint François d'Assise fut l'ami des animaux en même temps qu'un grand contemplatif de Dieu. C'est à cause de cet amour qu'il eut pour la nature créée par Dieu qu'il a été choisi pour le saint patron des écologistes. Mon père, c'est tout de même assez surprenant de voir des animaux dans une église. Peut-être, oui, mais ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il y a un certain Shannon Kai qui, à Notre-Dame de Paris, a même célébré une messe avec des animaux. Vous avez le sentiment, c'est une question lourde, que l'animal pourrait avoir une âme? L'animal a une âme qui n'est pas, si vous voulez, comme celle de l'homme, bien évidemment, parce que si je conduis mon chien à l'école, il n'y apprendra rien du tout, mais il connaît parfaitement le langage humain et il comprend parfaitement ce que l'homme probablement autrefois a deviné ou senti et qu'il a dû perdre au cours des temps parce que la modernité a fait qu'il se comporte comme il se comporte aujourd'hui, pas toujours d'ailleurs, selon Dieu. La protection animale, c'est un combat juste. Il faut que la nature qui a été créée par Dieu pour l'homme soit respectée intégralement si l'on veut découvrir Dieu. Dans la mesure où on exploite la nature, on ne peut pas trouver Dieu, on ne trouve que son intérêt, son orgueil ou sa bêtise, mais on ne peut pas trouver Dieu dans la mesure où, au contraire, la nature fait partie intégrante de notre amour finalement et de notre foi. Je crois que Dieu se trouve plus facilement. En tout cas, il est un personnage que vous aimez beaucoup, je crois, c'est Saint François d'Assise. On va le retrouver tracé en image pour nous par Pierre Périchou. France 1989. Jean-Michel Folon milite pour les droits de l'homme et le respect à la vie. Italie, année 1200, François Di Bernardino, sensibilisé à 20 ans par l'horreur de ces guerres au bout du monde, découvre le dénuement et la misère des pays lointains. Une injustice qui lui redonne le goût de l'originel, de la pureté, bref, de la nature dont il avait rêvé depuis l'enfance. Frère François devint alors, comme l'on dirait aujourd'hui, un écologiste total, apôtre des sentiments, des hommes et des animaux, pèlerin en voyage en quête de nature, patron des animaux et maître respecté. Au fouet, au cri, à la violence, il préfère le dressage invisible du cœur, comme ces agneaux qu'il rachetait souvent parce qu'on les menait à l'abattoir et qui, par la suite, le suivaient comme un chien bien élevé. L'histoire se souvient aussi de ces oiseaux de toute espèce, voltigeant autour de lui, homme libre et transparent, telle une cage ouverte sur l'éternité et remplie d'une nourriture inépuisable. Un long dialogue s'installa alors entre l'homme et l'animal. Cet épisode, vécu dans la petite ville de Bévagna, inspira jusqu'au peintre Giotto. Son œuvre, Le Sermon aux oiseaux, est aujourd'hui en bonne place à la basilique d'Assise. Comment dissocier l'homme de l'animal, semble nous interroger François. Jamais il n'interpelle un oiseau ou un mouton sans lui accoler le nom de frère. Frère oiseau, dit-il avant de s'adresser à l'un d'eux, ou plus incroyable, frère loup, comme cela se produisit à Gubbio, petite localité italienne. Un loup ou une louve, on n'en sait trop rien, c'était en 1220. Un loup affamé, dévorant les troupeaux et terrorisant les habitants. Viens ici, frère loup, et je te commande de ne faire de mal à personne. Le loup vint à lui, s'arrêta, lui tendit la patte et le suivit tranquillement jusqu'à Gubbio. Mais nous vous le rappelons, ce sont les oiseaux encore et toujours qui ont aidé à immortaliser Saint François en l'ami des animaux. Son prêche sur un chemin de Canara est resté célèbre. Mes frères les oiseaux, leur dit-il, vous êtes redevables au Créateur parce qu'il vous a donné la liberté de voler partout. Vous ne semez ni ne moissonnez, mais Dieu vous nourrit, vous donnant les fleuves et les fontaines pour boire et les arbres pour vous abriter. Personnage sacré pour les uns, simplement historique pour d'autres, Saint François était honoré lundi au refuge SPA de Gennevilliers, où le père Di Falco, porte-parole de l'épiscopat français, nous rappelait que nous sommes tous des Saint François. Je crois que tout ce qui peut être entrepris pour nous permettre de nous souvenir, quand on prend conscience qu'il aura fallu bientôt 2000 ans pour que nous, les humains, nous réalisions d'une part que nous ne sommes que les dépositaires de la création, que nous n'en avons que l'usufruit et que nous devons veiller à la donner intacte et plus belle encore à ceux qui viendront après nous.
Et plus de 800 ans après Giotto, Jean-Michel Folon reste aujourd'hui le dépositaire artistique unique du message de Saint François. Son œuvre décore pour toujours le refuge SPA de Gennevilliers. Alors, dès aujourd'hui, rendez-vous au refuge de Gennevilliers pour y admirer les œuvres de Folon et dans tous les refuges de France qui, tout naturellement, organisent des opérations portes ouvertes afin de faire adopter le maximum d'animaux. Mais ces journées nationales de l'animal, c'est aussi des campagnes d'information menées à Orléans, Grenoble, Toulouse et bien d'autres villes qui se sont mobilisées pour la circonstance. À Paris, par exemple, l'école des chiens guides aveugles, les vétérinaires d'Île-de-France, la ferme Georgeville, la fondation Brigitte Bardot et bien d'autres vous attendent. Rendez-vous sous un chapiteau planté pour la circonstance à l'hippodrome de Vincennes. Ici à Marseille, vous serez également au rendez-vous, mon père, mais d'où vous vient cet amour pour les animaux? Eh bien, d'abord de ma prime enfance, puisque mes parents ont toujours eu chiens et chats à la maison. Puis ensuite, simplement parce que, ayant été appelé à aider une demoiselle qui s'occupait des chats, tout naturellement, l'une de ses assistantes m'a demandé de s'occuper des chiens. On est parti comme ça à l'aventure. Et vous vivez entouré de chiens et de chats? Et de chats, oui. J'ai 2 chiens à moi, un couple de bergers allemands, et puis j'ai dû prendre chez moi des chiens malades pour les soigner. Et puis on s'est attaché, la demoiselle qui est avec moi, nous n'avons plus jamais voulu les retourner au refuge. Ouais. Pour les placer, bien évidemment. Alors on a 10 chiens et 8 chats. Comment réagissent les gens quand ils voient ce curé avec ces animaux? Je n'ai reçu qu'une seule lettre d'injure en 5 ans. Par contre, trop de compliments en 5 ans. Vous êtes modeste, mon père. Très honnêtement. Est-ce que vous connaissez l'Azouak, mon père? Non, je ne le connais pas. Eh bien, figurez-vous que c'est un lévrier du désert saharien qui a failli disparaître, mais Gervais Copé a tout mis en œuvre pour sauver cette race. Oskaz signifie en touareg, et même plus largement en berbère, puisque le touareg n'est qu'un dialecte berbère, le beau lévrier. L'Oskaz serait donc un lévrier proprement typiquement africain. Ce lévrier touareg, il y a 20 ans, était très répandu dans une zone assez large, ce qu'on appelle l'Azawak, c'est-à-dire les versants ouest et est de la vallée proprement dite. Il y en avait des milliers. Nous les avons rencontrés il y a une vingtaine d'années lors d'un premier séjour au nord-est du Mali. Et puis, pris d'amour pour ces chiens, séduits par leur profil, séduits par leur histoire, nous les avons ramenés dans nos bagages. Et on peut dire que pendant 5-6 ans, ils ont été, pour nous vivant en France, un cordon ombilical nous reliant avec l'Afrique. Quand nous avons décidé de nous installer en France, nous avons choisi donc un bâtiment ancien, un monument historique où nous puissions consacrer le reste de nos jours à restaurer et à construire quelque chose en réhabilitant le passé. Et nous pensions bien sûr aussi à un site qui puisse nous permettre d'élever ces chiens et d'avoir un élevage d'une bonne demi-douzaine de géniteurs de souches différentes afin d'assurer un avenir pour cette race. Et donc en choisissant de nous installer à Grézel, donc dans cette vaste forteresse encore en partie en ruine, nous voulions vivre avec ces chiens et leur offrir un site où ils puissent s'épanouir, se développer et disons avoir une pérennité. Il a besoin d'espace, mais pas en permanence. Ce dont il a le plus besoin, c'est de l'affection, c'est de l'attention de ses maîtres. On peut dire que vivre avec un Azawak, c'est un peu un contrat de mariage où chacun
doit consentir à modifier son comportement, à accepter l'autre. Certains lévriers de l'Azawak ont la réputation d'être des chiens mordeurs, des chiens méchants. En fait, le caractère est modelé par l'homme, c'est l'éducation du chien qui en fait un chien dangereux, un chien mordeur, ou qui en fait un chien obéissant. Il y a quand même des limites, hein. C'est un chien qui a un caractère très marqué, et assurément, l'Azawak n'est pas un toutou. Et c'est vrai que chacun a son caractère. Hein, celui-ci est Jeker, c'est le chef de la meute, c'est un chef qui est respecté par tous, c'est un chef qui n'est pas méchant, qui n'a pas besoin de s'imposer, il est même assez débonnaire avec tous, car sa supériorité est reconnue et acceptée par tous. On peut dire qu'en ce moment, l'Azawak, son avenir est assuré par les éleveurs européens, américains même, puisque en Amérique, cette race est maintenant élevée. Hein, et peut-être qu'avec ces 60 géniteurs que nous avons, 60 géniteurs potentiels que nous avons en Europe, il sera possible de sauver cette race sans trop la défigurer. Car le danger pour cette race, pour son avenir, c'est de céder à la tentation de l'esthétisme et d'en faire un chien selon nos critères de beauté. Alors que ce chien est avant tout un compagnon de chasse des éleveurs et que son caractère, sa rusticité, eh bien, ce sont ces qualités qui ont fait qu'il a pu survivre à toutes ces péripéties. On peut dire que ce chien est la relique vivante encore d'un monde nomade, d'une culture qui est sur le point de périr. Longue vie donc à cette race relique. Mon père, nous sommes dans votre refuge, vous avez combien de chiens ici? Officiellement, nous avons droit à 50, pratiquement presque le double, surtout l'été. Et alors, est-ce que vous avez des moyens financiers pour entretenir tous ces animaux? Oui et non, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à les nourrir, mais enfin, évidemment, il y a des difficultés que vous devinez, surtout lorsqu'on arrive pratiquement à doubler le nombre de chiens dans le refuge. Donc, évidemment, si on était aidé, ce serait mieux, mais on ne l'est pas pour le moment, mais j'espère bien que ça viendra. Vous l'êtes par Dieu, parce que je sais que parfois il y a des petits miracles. Tout à fait, exactement. Chaque année, et depuis que ça fait 5 ans qu'on est ouvert, en général au mois de septembre, je trouve un bon d'épargne de l'écureuil d'1 million de centimes dans ma boîte aux lettres et je ne sais pas qui est-ce qui le met. C'est généreux. Je dois dire que les municipalités sont peut-être moins généreuses parce que vous n'avez aucune subvention. Non, personne. Je vais aller voir quelqu'un. Là, vous venez d'adopter un chien? Non, je ne viens pas adopter un chien, je viens ici bénévolement 2 fois par semaine pour promener les chiens. Tout simplement? Oui, tout simplement. Voilà, alors si vous voyez certains chiens à la chaîne comme ça, c'est par nécessité, c'est parce que le refuge est trop petit, mais en revanche on les sort régulièrement, je peux vous dire qu'on leur donne de l'amour. Pendant que vous allez promener ce chien, moi je vous invite à nous rejoindre à Rochefort, au Riena, afin de voir quelques extraits de films qui précisément méritent d'être vus. Sortez de votre carapace, répondez à l'appel du large pour mieux respecter la vie et le monde. Voilà le patient message des organisateurs des 8e Riena de Rochefort-sur-Mer. Riena, initiale de Rencontre internationale de l'environnement et de la nature. Depuis 5 jours et jusqu'à demain, festival de films animaliers et naturalistes, colloques internationaux et points rencontres se succèdent dans la ville de Pierre-Loti. Des tortues aux papillons, du plus gros au plus léger, de la naissance à sa mort, le héros de cette semaine promotion de l'écologie reste l'animal. C'est lui qui semble nous dire, si vous voulez continuer à voir le jour, ne tuez pas vos grandes idées dans l'œuf. Poursuivez, le chemin est long et difficile. Ainsi, l'on a déjà parlé de la création d'un observatoire mondial de la planète. Autre idée ambitieuse, pourquoi les pôles, dont les glaces sont menacées de fonte sous le phénomène d'effet de serre, ne seraient-ils pas transformés en réserves naturelles? Scientifiques et politiques en ont débattu il y a 2 jours à Rochefort. Dans le même esprit,
Le problème de la vie aquatique sous-marine, aux richesses infinies, celui du repeuplement, tant pour la conservation de l'espèce que pour une commercialisation rationnelle, a été abordé. De même que le mariage homme-nature, urbanistes et paysagistes étaient au rendez-vous. Comment sensibiliser à la nature par le jardin, nous ont-ils interpellés. Mais plus que de grandes questions qui bien souvent en sont restées à ce stade, c'est l'impact écuménique de série ENA 89 que l'on retiendra. Du dessin animé hongrois dénonçant la création d'un barrage sur le Danube, au petit document bien de chez nous, tous les intervenants de Rochefort sont unanimes, la planète est en danger. Un danger embryonnaire qui ne demanderait qu'à se développer. Une seule consigne, marier l'homme et la nature, le forcer à s'adapter à ses exigences. Et pour illustrer de tels propos, voici les extraits de ce film, tourné dans le Jura suisse, où deux frères et un ami semblent avoir arrêté le temps, quand la technique moderne rejoint le geste ancestral de l'artisan. Avec mes frères, on soumissionne les lots et on va les couper en automne, durant le courant de l'hiver. Pascal, c'est un collègue de travail, il soumissionne aussi avec nous. Les crampons qu'on met au fer, là, c'est pour éviter que le cheval glisse quand la piste est un peu dure. Parce que s'il n'y a pas ça, ben, le cheval part sur le nez. Après les tortues marines, retour au refuge. Mon père, vous voudriez bien qu'il soit plus grand ce refuge? Nous pouvons tripler le refuge si la mairie de Marseille voulait bien nous accorder le terrain qui est sur notre gauche. Ce terrain ne sert strictement à rien et il répond aux conditions, aux normes établies par la préfecture pour l'élargissement du refuge. Et ainsi, on pourrait recueillir davantage d'animaux. Alors, il y a une chose qui vous tient aussi à cœur, et soulignons-le en ces journées de l'animal, c'est le sort des animaux de laboratoire. Eh bien, oui, j'ai envoyé 3 télégrammes, un à Michel Rocard, un autre ministère de l'Agriculture, un autre ministère de l'Intérieur, pour demander que l'on ne redonne pas les singes à l'INSERM de Lyon et que on libère les gens que l'on avait mis en prison à cause de cet enlèvement des singes. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent la même chose, comme on a fait à Marseille il y a quelques mois, et que les animaux soient ainsi protégés contre les gens qui torturent les animaux inutilement. Bon, voilà qui est dit en ces jours consacrés à l'animal, il était bon de le rappeler en tout cas. Une autre expérience, celle-là n'est pas douloureuse, rassurez-vous, c'est un homme qui a décidé de partir en Amazonie accompagné de son chien. Quelque part dans Paris, un chien et son maître. Banal, pas tout à fait. Le maître s'appelle Jean-Luc, il a 35 ans, il est français de la région parisienne. Le chien s'appelle Tchaski, il a 13 mois, il est à moitié berger belge, oui, mais du Pérou. Étonnant, non? L'histoire de Tchaski, c'est l'histoire tout simplement d'un chien que j'ai rencontré en Amazonie péruvienne, à Iquitos, qui est la capitale précisément de l'Amazonie péruvienne. L'Amazonie péruvienne au nord du Pérou, Jean-Luc y est allé 8 fois depuis 1981. De passage à Iquitos, il y a 2 mois, il rachète Tchaski à ses épiciers de maître avec une idée derrière la tête. C'est traverser une partie de la jungle péruvienne, pratiquement la plus inexplorée du pays, en survie totale. Les expéditions, Jean-Luc a déjà donné au Pérou, souvent accompagné et sur des distances raisonnables. Mais cette fois-ci, pour parcourir 400 km en 3 mois perdus dans l'enfer vert, il a décidé d'emmener Tchaski. Pourquoi emmener un chien dans l'expédition? Une bonne question. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'un compagnon. Et je crois que le chien est le compagnon idéal pour ce genre de raid. Allez, viens la bête. L'entraînement a commencé pour les 2 membres de l'expédition. 45 kilos sur le dos pour Jean-Luc, 3 pour Tchaski, 15% de son poids, ce qui est tout à fait raisonnable. La forêt près de Paris n'est pas la jungle. Là-bas, Tchaski aura des bottines de protection. Mais pour le préparer à affronter les bébêtes qu'on trouve dans la forêt péruvienne, Jean-Luc lui a prévu des tests redoutables. J'espère bien le mettre en contact avec des serpents venimeux, avec l'aide d'ailleurs de scientifiques péruviens, notamment des biologistes et des herpétologistes, de manière à ce qu'ils soient conditionnés à la réaction de ces animaux.
et par la suite être en mesure de les éviter. Les entraînements en forêt sont entrecoupés de visites chez le vétérinaire. Tchaski est en de bonnes mains. Dominique Grandjean, qui le suit à Maison-Alfort, lui a déjà fait subir toutes sortes d'examens et lui a injecté 7 vaccins différents. Mais si la forme physique de Tchaski semble au point, quelques inquiétudes demeurent. Il y a tout un tas d'affections, en particulier parasitaires, qu'on n'a pas dans nos pays. On ne sait pas grand-chose sur les maladies virales qui peuvent traîner là-bas. Il y a le problème des reptiles, de tout ce qui risque effectivement de mordre ou d'attaquer le chien. Il y a toutes ces choses-là qu'on ne domine pas et pour lesquelles actuellement on n'a pas grande information, il faut bien le reconnaître. Quant à Jean-Luc, il lui faudra apprendre avant de partir le b.a.-ba des interventions. Oh, bien méchant tout ça. Et avec l'aide de Dominique, les gestes qui sauvent. Il faudra que je puisse intervenir dans des situations d'urgence, que je puisse par exemple poser une attelle, l'intuber en cas de problème respiratoire, pouvoir lui injecter des sérums antivenimeux dans cette éventualité, pouvoir lui faire un massage cardiaque, bien autre chose. En attendant, équipé de son gilet de sauvetage personnel, Tchaski apprend à nager. Ils seront seuls, mais secondés par la technique. Carte sophistiquée établie par satellite et chacun aura son propre moyen de localisation, même Tchaski. Voici l'engin. Un émetteur par satellite qui permettra donc de localiser le déplacement de l'animal et donc par là même de savoir quelle sera notre progression. Par ailleurs, moi-même, je serai équipé d'une balise Argos, donc les deux appareils seront complémentaires. Pour la nourriture au bivouac le soir, fini les boîtes et les croquettes, cueillette et pêche au menu. Tchaski, lui, montera la garde et adieu va. Qu'est-ce que vous avez comme chance de réussir? C'est pas quantifiable. Mais ça passera? Une chance, ça suffira. Serpents, pumas et autres jaguars de la jungle péruvienne, méfiez-vous, Rambo Tchaski a déjà la dent dure. Affaire à suivre donc, une affaire que nous suivrons avec beaucoup d'attention. En conclusion, mon père, à l'occasion de ces journées de l'animal, est-ce que vous avez un message à délivrer? Eh bien, je vous dirai simplement ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque Dieu a créé l'univers, la terre, la vie, les fleurs, les animaux, puis l'homme, il dit simplement, l'auteur de la Bible dit, « Et Dieu vit que cela était bon. » Mais depuis que l'homme a péché contre Dieu par orgueil, c'est l'homme qui en fait un enfer, et non pas ni les plantes ni les animaux. Et à ce titre donc, je considère qu'il faut protéger les faibles, et les animaux sont des faibles, comme les enfants et comme les vieillards. Et c'est pour cela que je me suis fait un devoir, avec beaucoup de gens qui sont autour de moi et qui travaillent ardemment, et par pur dévouement d'ailleurs, à faire en sorte de protéger la faiblesse des chiens, des chats et de toute autre espèce évidemment d'animaux. Merci mon père de nous avoir accueillis si joliment. Bravo pour votre combat. Fin de notre émission, nous nous quittons avec le toutou de la semaine adoptée. Il est tout naturellement proposé aujourd'hui par le refuge Saint-Roch. Rendez-vous samedi prochain dans Animalia sur Antenne 2. Au revoir.